Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un débrief 100% diplo ce soir. Il faut dire que la semaine a été riche en déclarations inédites dans la sphère diplomatique, des déclarations marquantes et qui méritent une lecture analytique approfondie, car leur impact va au-delà des mots. Avec nous pour décrypter les tenants et aboutissants et lire entre les lignes de l'actualité, en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi 3 penseurs, experts, chacun dans son domaine, pour décrypter, pour lire entre les lignes. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir le professeur Zakaria Abou Dahab, professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Professeur Abou Dahab, bonsoir. Bonsoir Léla Khadija et bonne fête à tous les travailleurs. Voilà. Du Maroc et d'ailleurs. Du Maroc et d'ailleurs. Merci encore une fois d'être avec nous ce soir, Zakaria Abou Dahab. Avec nous aussi, il est architecte, urbaniste et également auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc et son histoire. Une histoire avec un grand H. Il s'agit de Rachid Boufous, que nous recevons toujours avec joie et un sourire. En ce 1er mai aussi, bonsoir Rachid Boufous. Bonjour, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous en ce 1er mai. Un mot sur ce 1er mai, c'est Rachid, en parlant d'histoire. Qu'est-ce qui vous inspire? Écoutez, sur l'histoire, c'est assez vaste si on veut revenir sur les luttes des travailleurs qui a été consacrée justement en ce jour du 1er mai. Encore une fois, c'est notre destin, en quelque sorte, d'humain depuis un siècle et demi qui est aujourd'hui consacré parce qu'encore une fois, nous ne sommes faits que pour travailler comme des esclaves jusqu'à la fin de nos vies. Donc, nous avons le droit, enfin, d'avoir un jour de repos, un jour de célébration et de consécration, mais aussi un jour de revendication parce que, encore une fois, les travailleurs, et notamment les femmes, sont inégalement rétribués par rapport aux efforts qu'ils font. Et c'est pour ça que c'est une occasion comme celle-ci est très importante pour rappeler qu'encore une fois, les êtres humains ne sont pas là simplement pour travailler, mais ils n'ont pas que des obligations aussi, mais ils ont surtout des droits qu'il faut défendre et qu'il faut donc leur rendre justice. Et surtout, encore une fois, je dis bonne fête du travail à tous les Marocains, surtout à tous les Marocains. À toutes les Marocaines. Nous avons aussi un immense plaisir d'accueillir sur le plateau aussi Aziz Daouda. Bonsoir. Bonsoir Léla Khadija, merci de nous recevoir. Merci à vous d'accepter notre invitation et d'être parmi nous en ce 1er mai. Peut-être un mot aussi à partager avec nous et avec tous les travailleurs. Écoutez, en ce 1er mai. Moi, ce qui m'interpelle, c'est l'évolution. On est parti d'une journée de revendication pour asseoir des droits à une journée festive et puis qui s'est estampée. Elle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand on allait justement le 1er mai, c'était une grande fête et on sortait, on allait du côté du boulevard Mohamed V à Rabat pour voir les défilés, c'était des défilés grandioses. Ouais, des syndicats. Avec des revendications. Il y avait à l'époque les haut-parleurs pour crier un peu toute la peine et toutes les revendications des travailleurs. Et c'était un moment invraisemblable dans notre histoire qui, malheureusement, n'existe plus partout dans le monde. Peut-être qu'il y a des avancées dans leurs droits aussi. Hein. Il y a des avancées, il y a une évolution surtout de concepts politiques. Parce qu'il y avait une certaine conception derrière qui a évolué, qui n'est plus la même aujourd'hui. Donc, même le travailleur tel qu'on le concevait n'est plus le même aujourd'hui aussi. Oui. Oui, une pensée aussi, et je me permets avec vous, messieurs, de souhaiter aussi une très bonne fête du travail, si on peut l'appeler ainsi, à tous mes collègues et toutes mes collègues à Médien TV qui vraiment ne tarissent pas d'efforts pour vous donner le meilleur. En tout cas, un hommage à toutes celles et ceux qui font Médien TV. Et qui travaillent en 1er mai. Et qui, bien sûr, merci. Bon, alors nous allons commencer avec la première déclaration. Elle émane de l'ambassadeur des États-Unis à Rabat, Duke Buchan, qui s'exprimait à l'occasion de l'inauguration de la toute dernière représentativité ou représentation diplomatique
au Maroc. Ce consulat grandiose, inauguré hier jeudi en grande pompe à Casablanca. Duc Buchan qui rappelle les efforts de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour tracer la voie du développement au Maroc. Je cite l'ambassadeur américain à Rabat: Sa Majesté le roi Mohammed VI a tracé une voie ambitieuse pour ce pays, une voie fondée sur les infrastructures, la connectivité et les opportunités, des ports, des corridors commerciaux, des réseaux numériques, de nouveaux liens avec l'Afrique et au-delà. C'est une trajectoire bâtie sur la confiance. De Tanger à Dakhla, les États-Unis sont présents et se tiennent aux côtés du Maroc pour soutenir cette vision. Commentaire, messieurs. C'est Zakaria Boudahab. On sent le dynamisme exprimé par M. l'ambassadeur états-unien à Rabat et donc, comme vous l'avez si bien dit, Mme Khadija, l'ouverture en grande pompe de ce consulat assez imposant au sein de la capitale économique du Maroc. Et au sein du hub financier de la capitale économique, faut-il le rappeler, Casa Finance City. Absolument, qui deviendra avec le temps une bonne référence non seulement continentale, mais également, je crois, mondiale. Ça va de soi, mais le fait de choisir cet endroit en dit long sur une stratégie états-unienne long-termiste. En même temps, il faut quand même que nous rappelions que désormais, le consulat ne joue plus le rôle qui était celui d'antan. Le consulat s'inscrit dans une démarche aussi diplomatique. Cela veut dire que, par exemple, la diplomatie publique, ou public diplomacy, quand le consul général rencontre des conférenciers, des académiciens, des journalistes, il fait de la diplomatie publique. Donc, il fait la promotion de son pays. Et c'est la raison pour laquelle le choix n'est pas fortuit. J'ai une pensée aussi par rapport à ce projet qui a été annoncé en décembre 2020, le consulat Dakhla. Et aujourd'hui, on pourrait considérer que désormais, le consulat de Casablanca va être cette référence ou faire lance qui va engager une dynamique de promotion de la présence économique globale états-unienne au Maroc et au-delà, puisque la vocation, je pense, de ce consulat n'est pas strictement cantonnée au territoire marocain, mais je pense que les États-Unis voient un peu grand avec des projets qui sont dans le pipe. Alors, que ce soit sur le plan régional, que ce soit sur le plan continental, atlantique, transatlantique, nous sommes aussi adossés à cette vision. Et de toutes les manières, ce qu'avait dit M. Buchan au sujet de Sa Majesté, et notamment le fait qu'il dit de Tanger à Dakhla. Ça, c'est intéressant. Sinon, Al-Ghouera. Ce qui fait que les États-Unis réitèrent leur soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et je crois que c'est une bonne chose pour la diplomatie économique du Maroc. Absolument, d'autant plus que, puisque vous parlez de l'Afrique, beaucoup de responsables américains, Aziz Daouda, voient aussi ce Maroc comme véritable porte de l'Afrique. Un commentaire dans ce sens. D'ailleurs, pour M. Duc Buchanan, depuis du Buchan III, c'est un nom un peu qui évoque une certaine histoire. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas tari d'éloge du Maroc depuis le début, avant même sa désignation officielle. C'est-à-dire qu'au moment où il a été annoncé, il a fait des déclarations qui étaient, d'abord qui montraient qu'il connaissait bien le pays, donc qu'il était heureux de venir au Maroc. Et depuis, il n'a pas tari d'éloge pour le pays. Mais au-delà de la déclaration, ce qu'il faut voir, c'est cette évolution qu'il y a eu. Les États-Unis ont eu leur première représentation en dehors des États-Unis, leur représentation à Tanger. Donc c'est une vieille maison, une architecture hispano-mauresque qu'on ne pouvait pas mieux faire à l'époque. Et aujourd'hui, le consulat, qui est un consulat de nouvelle génération, comme ils l'ont appelé, il paraît que c'est le premier au monde. Et il est situé où? Il est situé dans le quartier le plus moderne du Maroc, qui est le Casablanca Finance City. Et donc, c'est cette évolution-là qui m'a interpellé. Je me suis dit, voilà véritablement des relations séculaires, puisque maintenant, ça fait quand même 2 siècles et demi de relations avec les États-Unis. Et ça ne s'est pas passé de façon anodine. Il y a eu quand même un très haut responsable américain qui a fait le déplacement pour cela, ce qui n'est pas disons, assez fréquent qu'un ministre ou qu'une personnalité de ce niveau se déplace pour un consulat. C'est pour asseoir et dire toute la place que le Maroc joue, et effectivement, comme lien avec l'Afrique et comme exemple pour l'Afrique.
Oui, des nouveaux liens avec l'Afrique et au-delà. Hein, Oui, pour citer l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, vous avez évoqué ce haut responsable qui a fait le déplacement, entre autres pour cela, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de rencontres qui ont été organisées, notamment avec notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, avec le chef du gouvernement, avec aussi des responsables du secteur privé, notamment américain au Maroc, et ceux aussi qui ont des ambitions d'investir au Maroc, notamment dans les provinces du Sud. Alors, ce haut Ils ont responsable... l'ambition et la volonté. Et la volonté, bien évidemment, et le capital. Hein. Ça compte aussi. Alors, ce haut responsable, il s'agit du secrétaire d'État adjoint des États-Unis. C'est le numéro 2 de la diplomatie américaine, qui était donc au Maroc cette semaine et qui a consacré une interview exclusive pour Média TV où il a partagé avec nous cette vision stratégique des États-Unis pour le Maroc et avec le Maroc. Cette interview donc qui est, vous pouvez bien sûr consulter sur nos plateformes numériques. Alors Christopher Landau va prendre quelques extraits de ces déclarations exclusives pour Média TV, et notamment celle-ci qui vient un peu rappeler cette histoire de cette alliance, de cette fraternité qu'il y a entre le Maroc et les États-Unis, cette délégation américaine à Tanger que vous évoquez, Aziz Daouda, à l'instant, qui est la première représentation diplomatique américaine de l'histoire. D'ailleurs, les États-Unis fêtent cette année leur 250e anniversaire d'indépendance. Je parle sous votre contrôle, mon cher historien Rachid Boufous. Et cette délégation américaine à Tanger souffle aussi sa 250e bougie. Le bâtiment est encore intact, très beau bâtiment, très belle bâtisse, comme vous le rappeliez à très juste titre à Aziz Daouda. Alors, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis rappelle cette force des relations de cette alliance entre Rabat et Washington. Je le cite, nous mobilisons tout notre poids diplomatique, et c'est là où on sent les vrais amis, hein, en faveur de l'initiative donc de l'autonomie et de la marocanité tout simplement du Sahara. Je pense que jamais au cours des 50 dernières années de ce conflit, une telle attention internationale n'a été portée sur celui-ci, donc sur ce dossier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a, comme vous le savez, entériné un processus de résolution. Le président Trump est personnellement engagé pour mettre fin à ce conflit. Bien sûr, je me suis arrêtée sur cet extrait pour la simple raison que ça reste notre cause nationale numéro 1. Rachid Boufous, un commentaire d'abord sur l'historique des relations et comment cela se cristallise sur les prises de position d'un pays comme les États-Unis, première puissance mondiale. Comme l'ont rappelé mes amis et confrères, effectivement, ces relations ne datent pas d'hier. Elles remontent à peu près à 250 ans, hein, quand le Maroc fut la première nation au monde à reconnaître le jeune État américain, avec une correspondance échangée entre le sultan Sidi Mohammed ben Abdallah, ou Mohammed III, et George Washington, qui était le premier président donc, élu de la nouvelle nation américaine. Effectivement, 50 ans plus tard, 50 ans plus tard, Moulay Slimane va offrir une représentation diplomatique donc, aux Américains en 1823 à Tanger, et qui reste la plus ancienne. La capitale diplomatique du Maroc, parce qu'elle porte toutes les représentations qu'elle a. Tout à fait. Ça va venir graduellement, ça viendra beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, mais déjà, un mouvement avait été amorcé parce que la capitale diplomatique du Maroc voulue par Sidi Mohammed ben Abdallah était Essaouira, donc Mogador. Mais elle se transmettra sous Moulay Hassan Ier vers Tanger. Et donc c'est cette représentation américaine à Tanger, la plus ancienne représentation diplomatique des États-Unis en dehors donc, du territoire donc, américain et dans le monde. Donc ce qui est important. C'est important parce que déjà, ça reflétait justement la confiance donc, de ces nouvelles nations européennes en constitution envers le Maroc. Ce qu'il faut savoir aussi pour l'histoire, c'est que la plus ancienne ambassade d'un pays étranger dans un autre pays, elle se trouve au Maroc, et c'est Essaouira, c'était la légation du Danemark, du royaume du Danemark. Donc c'est la première fois dans l'histoire humaine où un pays décide de mettre une ambassade permanente dans un autre pays, et c'était au Maroc. Pour vous dire encore une fois que ce pays, le Maroc,
entretient des relations, donc, qu'on peut dire séculaires, c'est 2 siècles et demi avec les États-Unis, une amitié indéfectible, une alliance tout aussi importante. Il faut savoir que les États-Unis ont toujours été là pour le Maroc à différentes dates de son histoire. On se rappelle encore une fois, lors du débarquement américain, le rôle qu'a donné le président Roosevelt à Sa Majesté Mohamed V pour qu'il assiste avec lui donc, à cette rencontre avec Churchill, donnant à un pays qui était sous protectorat français une dimension quand même importante dans le cercle des nations. Chose qui n'avait pas plu à De Gaulle. Mais bien sûr, et on rappelle encore une fois que le Maroc avait connu la visite de plusieurs présidents américains, notamment le président Eisenhower à la fin des années 50. Oui. Donc au Maroc, on aimerait bien que, justement, au-delà des questions liées à la sécurité, des personnalités, etc., que le président Trump puisse nous honorer de sa présence au Maroc, parce qu'encore une fois, cette aide aujourd'hui apportée par les États-Unis à notre cause nationale est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire diplomatique américaine, parce que c'est la première fois où il y a un engagement ferme, volontariste et important d'une administration américaine envers la cause nationale marocaine. Et encore une fois, nous sommes les alliés des grandes nations, des États-Unis notamment, qui ont été la première nation dès le premier mandat à la fin du premier mandat de Donald Trump, de rompre avec la léthargie diplomatique, le langage de bois, etc., la langue de bois usuelle, et de dire le Sahara est marocain de manière franche. Bien sûr, nos ennemis, notamment ceux de l'Est, etc., essayent par tous les moyens, notamment par des cabinets de lobbying, etc., d'acheter des représentants américains pour qu'ils puissent changer d'option, mais encore une fois, ils n'ont pas compris que c'était trop tard, que le vent a changé, et qu'on le voit aujourd'hui avec la déstabilisation au Sahel, comment il est important aujourd'hui que les États-Unis reviennent donc vers le Maroc et fassent du Maroc vraiment un véritable hub, non seulement économique, mais aussi sécuritaire, visant à la stabilité de toute la région sahélo-sahélienne. Si vous permettez, puisqu'on est en train de faire dans l'histoire, il faut aussi rappeler la présence du président des États-Unis aux obsèques de Hassan II. Ce qui était ce qui était une expression de sympathie et vis-à-vis bien évidemment de la famille royale, mais également du peuple marocain, parce qu'il a marché dans la foule. Et c'est des moments historiques qui ne se répètent pas. Absolument. Il faut aussi rappeler que le président actuel a rencontré Feu Sa Majesté Hassan II, oui, début des années 90. Exactement, début des années 90. Et cette photo, hein, à l'époque, il ne faisait pas encore de politique. Hein. Je pense que. Oui. Et là encore, on voit le visionnaire qui était Hassan II. Il savait que ça allait être celui qui va finalement plier ce dossier important. Mais sur la photo, on voit tout l'émerveillement de rencontrer un roi, parce qu'il regardait d'une façon admirative. Et il s'en souvient, il l'a rappelé d'ailleurs. Exactement, très très belle photo. Bon, un mot très important, parce que quand un diplomate, c'est un diplomate, attention, hein, c'est un juriste et c'est un diplomate. Et donc le poids des mots, hein, si Zakaria Boudab, j'aimerais m'arrêter sur celui-ci. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, oui, bien sûr, il y a le président Trump personnellement engagé, ça c'est très fort. Mais là, quand on voit que le Conseil de sécurité a, comme vous le savez, entériné un processus de résolution. Entériné, ça veut dire que c'est plié. La résolution 2797, elle a mis fin à toute tergiversation sur la fin de ce dossier. Il a dit Madame Khadija en anglais ou en français? Ah, il a dit en anglais. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview, je rappelle, sur notre site, sous-titré. Très bon travail de nos équipes pour tout le sous-titrage, etc. Mais ça a été... il est francophone. Hein, c'est un fils de diplomate. Il est francophone. Il est plus hispanophone que francophone. Mais on a quand même fait l'interview en anglais. Bravo pour le choix du terme. Parce que techniquement, ça résonne dans mes oreilles en tant que juriste, si vous voulez. Bien sûr. De ce point de vue, puisque les termes ont leur poids, leur signification, leur connotation. Entériné, si on veut traduire, sahadaqa. Il a pris acte en réalité. Pas seulement pris note. Et donc, entériné, cela veut dire que nous sommes pratiquement dans la dernière phase, si vous voulez, d'aboutissement d'un processus, on va dire, laborieux, avec ses hauts et ses bas. Mais il fallait absolument aujourd'hui apurer ce passif lourd sur le plan géopolitique qui bloque l'intégration régionale. Et on pourrait par la suite voir
ou entrevoir les possibilités, comment, de manière conjuguée, on pourrait penser l'après-résolution définitive de ce conflit. Mais il a raison, puisque la résolution 2797, sur le plan d'abord de la valeur juridique et normative, est là une valeur fondamentale, puisque nous considérons du point de vue du droit international que les résolutions du Conseil de sécurité sont obligatoires, c'est Biden Resolutions. Par conséquent, elle constitue une source de droit international. Elle a amorcé un processus pour d'autres pays qui se sont adossés à cette dynamique. Par exemple, le Canada, récemment, ça fait partie de l'Amérique du Nord. C'est intéressant. On voit la Suisse, combien même c'est un pays qui était toujours rangé du côté du neutralisme depuis début du XXe siècle jusqu'à 2000, avec son adhésion à l'ONU. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'elle a levé la résolution beaucoup de blocages, de verrous sur le plan des précautions que certains pays voulaient prendre pour ne pas prendre position. Aujourd'hui, c'est réglé à jamais. Deuxième chose, ce qui est favorable au Maroc, c'est que la résolution dit, sur la base du plan d'autonomie, on peut revenir à cette expression de genuine autonomy, autonomie réelle, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a pas mal d'aspects techniques à discuter peut-être, mais elle dit, nous engageons le processus, il faut que les parties prenantes viennent sans condition préalable. Donc ça veut dire quoi? Cela veut dire que désormais, il n'y a pas de solution en dehors de cette autonomie qu'il va falloir définir de façon très précise. Le diable est dans le détail, je le sais, au-delà du design institutionnel, mais il y a des questions fondamentales, les ressources naturelles, toutes les problématiques sécuritaires, rapatriement, déminage, etc. C'est une autre phase. Je pense que Sa Majesté, il a bien compris, parce qu'il avait dit, il y aura désormais un avant, 31 octobre, et un après. Il sait très très bien que la phase ultérieure va être laborieuse également, et nous nous réjouissons finalement de voir bientôt, Inch'Allah, de façon définitive, se régler un contentieux qui a bloqué malheureusement toute cette intégration maghrébine souhaitée par les populations de l'Afrique du Nord de façon générale. Alors, entre ce que veulent les populations et ce que décident les régimes, c'est un autre débat. Oui, bien sûr. Pourquoi je dis cela? Oui, si Aziz Daouda, vous vouliez un commentaire? Oui, Peut-être que vous voyez lever la main. Ouais. Mon interprétation, quand il dit le président Trump est personnellement engagé, c'est parce que jusqu'à la présidence Trump, tous les présidents d'avant avaient considéré ce conflit comme un conflit mineur et donc ils ne lui donnaient pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui allait se régler d'elle-même. Et aujourd'hui, Trump s'est rendu compte que c'est un conflit quand même qui est là depuis 50 ans et qu'il bloque et entrave le développement de la région. Et maintenant, il constitue même une menace sécuritaire sur la région qui peut avoir des répercussions à l'échelle universelle. Et donc, c'est en cela que le président Trump est lui-même, ou personnellement, comme dit l'ambassadeur, engagé à trouver une solution rapide, puisqu'il s'agit de solutions rapides. Parce que toute la question, c'est de savoir que le président américain en a encore pour 2 années, et que certainement, avant son départ, il voudra voir signer devant lui ou avec lui un protocole d'accord qui mettrait fin à ce conflit qui a quand même duré très longtemps. Oui, menace sécuritaire, c'est justement sur cela que nous avons interpellé le secrétaire d'État adjoint des États-Unis et aussi sur cette influence russe. Ma question a été justement sur cette influence russe et sur cet armement russe qui coule dans le Maghreb et sa réponse fut, une partie en tout cas de sa réponse fut la suivante. Je cite Christopher Landau. Nous sommes évidemment préoccupés par tout flux d'armes provenant d'acteurs dont les motivations ne sont pas claires et qui ne favorisent manifestement pas la stabilité. C'est pourquoi notre relation fondamentale avec le Maroc a été une force qui contribue à la stabilité dans la région. Ouais. Alors c'est un secret pour personne, on le sait, messieurs, Zakaria Boudahab, l'Algérie s'arme principalement, si ce n'est à 99,99%. Surarmement. Et d'ailleurs, on a remarqué dernièrement, dans les réseaux sociaux, des signes de mécontentement exprimés par un public dans un stade où était le président algérien. Et cela veut dire que de plus en plus aujourd'hui, avec la fluidité en termes de flux d'informations qui circulent, et on pourrait consulter beaucoup de think tanks, le CIPRI par exemple, autre chose à Stockholm, que finalement les budgets sont faramineux, consacrés à des surarmements, c'est-à-dire à des achats, notamment on s'approvisionne, je parle de l'Algérie, auprès de la Russie. Finalement, cela avait beaucoup inquiété. Je disais 99%, c'est autour de 70%, mais l'essentiel aujourd'hui de l'armement algérien
on sait d'où il provient. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a eu des sénateurs américains qui ont interpellé le département d'État à plusieurs reprises, faut-il le rappeler, sur l'armement russe qui coule en Algérie, alors qu'il y avait des sanctions sur la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et le problème, c'est l'aubaine, alors je dis bien l'aubaine, un ni'ma, entre guillemets, même si parfois il y a ce qu'on appelle la malédiction du pétrole, c'est-à-dire que vous engrangez des revenus extraordinaires suite au blocage des détroit d'Ormuz, etc., la flambée des prix, mais finalement, au lieu de les consacrer à un développement soutenable, durable, eh bien, on va tout simplement... acheter des avions de chasse de dernière génération russes. Contre qui, finalement, la grande question ça se dirige contre qui? Contre le Maroc? Contre la France? Contre qui? Et c'est là où on interpelle le concept, en sciences politiques, il est très intéressant, de la stratocratie, c'est-à-dire un peu le gouvernement des militaires, avec tout le respect qu'on doit aux militaires, mais... En fait, le militaire, il doit suivre le politique. Ça nous rappelle des débats épistémologiques dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense aussi, je reprends un terme utilisé par les Romains, et ça a été repris par Mohamed Charqawi dans un ouvrage très intéressant sur les enjeux géostratégiques au Sahara, marocain bien entendu, c'est l'hubris impérial. Il y a cette quête d'hégémonie qui aujourd'hui, elle est écornée. Elle n'existe plus que dans la tête de ceux qui y croient encore. Et c'est la raison pour laquelle, il est vrai, la question inquiète. Il va falloir aussi interpeller la responsabilité algérienne par rapport à ce genre d'achat de matériel militaire. Et surtout aussi interpeller la responsabilité algérienne dans la déstabilisation de la région. Et on l'a vu, les mots n'ont pas été mâchés par les responsables maliens. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Rachid Boufous, quant à la responsabilité de l'Algérie sur ce qui se passe au Mali. D'ailleurs, c'est... cet embrasement de la région qui est soudain, il est consécutif justement à une prise de position du gouvernement malien contre l'Algérie suite justement à des violations de son espace aérien par des drones, etc., algériens. Et puis on voit tout d'un coup, ça redémarre. On dit que maintenant les djihadistes sont à une cinquantaine de kilomètres de Bamako. Le ministre de la Défense a été tué, lui et sa famille. Des sources m'ont confirmé que certains djihadistes, justement, ils vivent à Alger même, où ils ont des villas, où ils ont des voitures rutilantes, où ils sont entretenus par le pouvoir algérien. Maintenant, il faut savoir que ce sont des territoires immenses. Tous ces pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina, la Guinée, ont été tracés à la règle, au détriment des peuples. Donc ce sont des territoires énormes, on parle de centaines de milliers de kilomètres carrés. 1,2 million pour le Mali. Avec des populations qui sont très faibles, qui sont très pauvres, des armées vraiment où il n'y a aucune espèce de... Enfin, il n'y a pas de force aérienne, il n'y a pas de force blindée, etc. Et que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'aux fameuses opérations Barkhane françaises, etc., c'était la France qui maintenait dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale des bases stratégiques qui permettaient une intervention à chaque fois qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, la France, on se rappelle M. Focard, à partir de son fameux cabinet à l'Élysée, il défaisait le gouvernement en Afrique noire. Donc c'est un legs du colonialisme qui est fâcheux. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Algérie veut jouer un jeu, enfin remplacer en quelque sorte la France dans le colonialiste expansionniste, mais on n'a pas les moyens, parce qu'encore une fois, la force, ce qu'il faut savoir que l'Algérie est surarmée, elle va investir cette année plus de 35 milliards de dollars de son budget, justement rien que pour acheter la ferraille russe, parce qu'on sait très bien que l'armement russe aujourd'hui, il a montré ses preuves face à l'Ukraine, il ne vaut pratiquement pas grand-chose. Mais quand même, ça permet, bien sûr, on le sait, ça permet des commissions, des sous-commissions aux généraux d'Alger, etc., que ce n'est pas simplement sain de leur part. Mais l'Algérie, elle s'arme contre qui ? C'est la question. Parce qu'ils disent, encore une fois, nous sommes un pays pacifiste, personne ne nous veut du mal, etc. Ça veut dire qu'ils s'arment contre quelqu'un en particulier, et contre nous, mais aussi, à côté de cela,
ils s'arment pour déstabiliser le Sahel et surtout, et depuis 6 mois maintenant, on le voit, cette recrudescence de la tension au Sahel, aux pays limitrophes, c'est que l'Algérie cherche coûte que coûte à casser l'initiative marocaine de cette autoroute sahélienne qu'a voulu Sa Majesté, cette ouverture justement des pays du Sahel vers Dakhla, vers l'Atlantique, et justement le fait que aussi le pipeline Nigeria-Maroc-Europe connaît une phase déterminante parce qu'on s'approche du bouclage du tour de table pour le financement de ce projet qui va valoir à peu près quelque chose comme 25 milliards dans sa première étape. Donc l'Algérie désespérée essaie coûte que coûte de saper justement toutes les initiatives marocaines, quitte à démolir des pays entiers. En tout cas, ce qui est important, c'est la position constante du Maroc, d'abord sur l'intégrité territoriale des pays de manière générale, et encore plus de pays frères tels que le Mali. Ça a été rappelé par le chef de la diplomatie cette semaine, qui était en conférence de presse à l'occasion de sa rencontre d'ailleurs avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Nasser Bourita, qui rappelle la stabilité du Mali est fondamentale pour la stabilité régionale, et d'ajouter que le Royaume du Maroc a constaté une connivence désormais évidente entre le séparatisme et le terrorisme. Cette alliance objective représente une menace pour la stabilité régionale et pour le Mali. Donc là, il ne s'agit pas, Aziz Daouda, simplement de la situation sécuritaire défaillante au Mali, mais aussi pour toute la région qui risque de s'embraser à cause de cette alliance que j'évoquais tout à l'heure, qui est inédite, historique, que les terroristes s'allient aux séparatistes. Et là, on a la poudrière qui prend déjà feu. Aziz Daouda. En fait, les trois éléments s'imbriquent. La déclaration d'avant, M. Lando parlait de visée non claire. Enfin, il y avait le mot clair. Et clair non, pas clair en diplomatie veut dire hostile. Donc il faut retenir que les États-Unis sont conscients d'une certaine hostilité qu'un régime donné, bon, on ne va pas le nommer, tout le monde le sait, qui est en train de s'armer contre qui? Tout simplement contre le Maroc. Il faut tout simplement dire ce qu'il en est. Mais pour toucher le Maroc, ils sont obligés aussi d'embraser la région. Parce qu'il est difficile d'aller se déclarer en guerre contre le Maroc. Comme ça. Pour quelle raison ils vont le faire et qui va être de leur côté? Parce que le Maroc a démontré depuis toujours, et Sa Majesté l'a répété à moult reprises, que le Maroc n'en voulait pas du tout à l'Algérie et qu'il n'avait aucune intention de toucher à l'Algérie. Donc pour nous, c'est clair. Donc, mais de l'autre côté, est-ce que c'est réciproque? Pas du tout. Puisque eux, officiellement, nous appellent l'adou classique. L'ennemi classique. L'ennemi classique, c'est un mot qui revient très souvent dans la bouche de celui qui dirige véritablement l'Algérie, qui est Chengreha. C'est un mot qui est récurrent. Chez lui, à chaque discours, l'adou classique, l'adou classique, l'adou classique. Et on le voit dans les médias, dans ce qu'il colporte comme histoire et comme mensonge sur le pays, sur ce qu'il est, sur son développement, etc. Dans les médias officiels. Bien sûr, dans les médias officiels. On ne parle même pas des réseaux sociaux. Non, les médias officiels. C'est des gens responsables qui sont là assis à débattre comme nous sommes en train de le faire, mais malheureusement, ils débitent des inepties invraisemblables. C'est d'un autre... C'est une dimension qui... Je ne sais pas s'il y a un équivalent de cela dans l'histoire de l'humanité. Si on devait faire l'équivalent du Gorafi en débrief, on devrait débriefer les déclarations. C'est plus fort que le Gorafi. Des déclarations faites à la télévision algérienne. C'est beaucoup plus fort que le Gorafi. Le Gorafi, les gens du Gorafi sont des mineurs devant ces gens-là. Mais oui. Alors, à côté de ça, vous avez les États-Unis qui ont pris conscience de la menace et qui voient aussi leurs intérêts dans la région et dans le monde menacés à partir de là. Parce que cette connivence, cette coordination qu'il y a eu pour les dernières attaques au Mali ne peut pas provenir d'un petit mouvement de rebelles ou d'un petit mouvement de djihadistes, etc. Il y a eu une synchronisation invraisemblable d'attaques carrément sur tout le territoire malien. Et pour cela, il faut des dispositifs, ne serait-ce que de communication. Et puis ces gens-là se déplacent. Ils se déplacent sur quoi? Et en utilisant quoi? Des véhicules qu'ils ne fabriquent pas. Ils s'arment aussi. Pardon? Et ils s'arment. Oui, justement, ils ont des armes qu'ils ne fabriquent pas. Ils ont des munitions qu'ils ne fabriquent pas. Parce qu'encore que les armes pouvaient avoir une Kalachnikov vieille de 40 ans, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir des munitions, ça veut dire que c'est un mouvement vivant. Donc c'est tous les jours que des munitions arrivent. Qui produit tout cela? Où se cachent ces gens-là?
Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de QG fixe, etc., parce que bon, ils sont très, très mouvants. Mais où se réfugient-ils après avoir perpétré leurs méfaits? Généralement, ils vont sur le territoire algérien. La preuve en est que l'histoire qui est née pour la question du drone malien qui avait été battu, c'est un drone qui poursuivait un groupe de djihadistes et qui n'avait même pas pénétré sur le territoire algérien que l'armée algérienne a battu. Vous voyez, donc l'implication du régime algérien est claire et nette pour le monde entier. Et des milices du Polisario aussi dans ces attaques. Écoutez, il y a des vidéos qui circulent de combattants du Polisario qui ont participé à ces attaques du Mali. D'où ce rappel, parce qu'il faut... C'était en 2022, lors de cette conférence contre Daesh, de l'Alliance internationale contre Daesh. Oui, la coalition mondiale à Marrakech. Voilà, exactement. C'était en 2022, n'est-ce pas? 2022, exactement, à Marrakech, tout à fait. Et où le chef de la diplomatie nationale pour l'État rappelé, oui, c'était, c'est-à-dire séparatisme et terrorisme étaient les deux faces et la criminalité. De la même, exactement, de la même pièce. Je m'en souviens très bien, cher Khadija, effectivement, le Maroc a développé ce nexus, c'est-à-dire une approche ordonnée, multidirectionnelle, autour d'une part des dangers du séparatisme, et le Maroc en a été aussi victime depuis plusieurs années, ainsi que d'autres pays de l'Afrique de façon générale. Deuxièmement, le terrorisme avec toutes ses dimensions, parce que si on fait un peu de l'analyse de la composition des mouvements présents qui se sont greffés dans des structures au niveau de l'Afrique de l'Ouest de façon générale, mais également l'Afrique du Nord, que ce soit Daesh, que ce soit l'État islamique au Grand Sahara, que ce soit le Moujao, le mouvement de l'unicité du djihad en Afrique occidentale, etc., etc., etc. Alors, en plus, M. Borita avait aussi ajouté la criminalité. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux criminels, vente d'organes. Il y a la question du banditisme aussi, ça c'est important, ainsi que d'autres types de crimes qui passent aussi par le cyberespace. Et ce que je vois finalement, que la démarche marocaine est une démarche qui est sage, préventive aussi. Elle n'est pas démagogique, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, certains pouvaient dire, ou d'aucuns diraient que c'est de l'exagération dans la qualification des faits. On voit aujourd'hui ce qui s'est passé au Mali ou ailleurs, on peut parler du Burkina, Niger, etc., que la réalité est telle que, désormais, il va falloir passer à la démonstration au niveau, donc, connivence a été choisi comme, ça me rappelle un ouvrage de Bertrand Badier d'ailleurs, qui avait parlé de la diplomatie de la connivence. Il y a du complotisme, il y a beaucoup de complicité dans ce genre de situation malheureusement. Mais moi ce que je vois en réalité, c'est la question de la responsabilité internationale des acteurs impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce genre d'opération. Parce que d'abord, premièrement, comme vient de le rappeler, c'est Aziz, c'est que ce drone qui a été abattu, le Mali l'avait évoqué en pleine assemblée générale. Il était même en train de préparer une demande auprès de la Cour internationale de justice. Je ne sais pas que c'est ce qui s'est passé par la suite. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, aussi, les Marocains ont été victimes de tueries en plein Mali. À l'époque, il y avait l'ambassadeur Senasseri. Souvenons-nous, les transporteurs qui ont disparu d'ailleurs, on n'a jamais pu récupérer leur corps. Certains ont pu échapper. Tout cela, comme disait Serrachid, il a raison. Parce qu'il y a deux projets majeurs. Premièrement, le désenclavement. C'est une manière aussi pour l'Algérie de dissuader la Mauritanie. Attention. Voilà. Ce qui risque de vous arriver si vous... Voilà, parce que la Mauritanie reconnaît les séparatistes depuis 1984. Et c'était l'année où Mouawiya Sidi Ahmed Taya, qui est d'ailleurs réfugié en Arabie Saoudite, était venu remplacer l'ancien président. Et la question du gazoduc. Donc, tout simplement, ce sont des actions nuisibles, je dirais même subversives. Du point de vue du droit international, on peut aller très très loin aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Maroc, dans sa diplomatie, c'est une démarche qui est sereine. Elle n'est pas offensive, mais c'est un réalisme, je dirais, défensif. Elle n'est pas offensive, mais pas de la même manière. Mais en même temps, il faut montrer un peu les dents quand il faut les montrer. Hein. Alors, vous avez parlé... Oui. En parlant de connivence, donc il y a les deux mouvements s'imbriquent, mais on sait qui est derrière les séparatistes. Oui. Donc, oui. Non, mais oui, d'ailleurs, ils sont nourris, logés, blanchis, comme vous le disiez, Rachid. Tout à fait. Il y a des, sur le territoire algérien. Il y a des preuves. Leur patron voyage à bord d'avions présidentiels algériens. Bien sûr. Ça veut tout dire. Alors, ce qui m'amène à cette déclaration de l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Je vous ai dit que c'était une émission 100% diplomatique. Xavier Driancourt. Oui.
Et là, qui Célébrissime. cite deux grands personnages de l'histoire, à savoir le feu Sa Majesté, le roi Hassan II et le président de Gaulle. Oui. Et il dit, cet ancien diplomate, Oui. qui connaît bien l'Algérie puisqu'il y a officié en tant qu'ambassadeur, Hassan II avait averti de Gaulle que l'Algérie allait devenir le cancer de l'Afrique. Oui. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de ce visionnaire qui était Hassan II. Pourquoi Feu Sa Majesté Hassan II avait averti le président français de ce cancer qu'allait devenir l'Algérie pour le continent, hein, pas seulement pour le voisinage direct? Alors, cette déclaration de M. Driancourt n'est pas nouvelle. Elle a été actée il y a très longtemps par Alain Perfit dans son livre C'était de Gaulle, où il racontait justement ses rencontres avec le général, souvent le soir. Et donc, Sa Majesté, Feu Sa Majesté Hassan II, était en déplacement en France en février 1962. Le président de Gaulle lui avait demandé son avis sur l'évolution de l'Algérie, parce qu'à l'époque avaient démarré depuis quelques mois déjà les rencontres à Évian, donc, pour aboutir sur les accords d'indépendance de l'Algérie. Et Feu Sa Majesté Hassan II avait eu la conviction, assez tardivement, mais bon, juste avant l'indépendance de l'Algérie, que tout ce que ce soit son père, Feu Sa Majesté Mohamed V, ou lui-même, avait négocié avec le GPRA tous les efforts qu'avait fait le Maroc pour la révolution algérienne. Toute l'aide que les Marocains ont payée. Il faut savoir que dans la fin des années 50, nous payions des bons, justement, d'achat qui allaient, dont la valeur allait justement à la révolution algérienne. Des usines d'armement étaient au Maroc, des grands camps, notamment à Oujda, où il y avait l'ancien président Bokharouba, enfin, Boumedienne, dans la ferme Belhaj, hein, où il y avait tous les desperados, même africains, même Nelson Mandela, même Agostino Neto, même tous ces gens-là. Et Sa Majesté Mohamed V avait refusé la rétrocession de tous les territoires spoliés par la France, à la condition d'arrêter son engagement envers la révolution algérienne. Il avait préféré justement négocier avec ce qu'on appelait à l'époque nos frères algériens, et on croyait dans cette fraternité. Malheureusement, très vite, on a vu les luttes fratricides qu'il y a eu à l'intérieur de ce gouvernement provisoire, où il y avait Farhat Abbas, puis après Ben Khadda, et qui a fini par exploser. Et c'est le clan d'Oujda, sous Boumedienne et Bouteflika, qui va prendre le pouvoir en juillet 62 et rentrer donc avec des chars donc à Alger. Et sur le dos des chars, bon, ils ont mis Ben Bella qu'ils ont été chercher comme une espèce de postiche justement pour... Et Sa Majesté Hassan II avait compris donc sur le tard qu'il n'allait pas trouver de solution avec les Algériens, et que les Algériens allaient lui créer beaucoup de problèmes. D'ailleurs, un an plus tard, en octobre 63, les Algériens attaquent des positions marocaines, notamment à Figuig, Ebni Ounif, etc., à Isch, qui va être occupé quelques heures par les armées algériennes avant que le Maroc ne reprenne le dessus. Et à partir de ça, justement, la vision de Sa Majesté par rapport à ce double langage, à cette fourberie de l'Algérie, à ce manque de confiance qu'on puisse avoir dans tout gouvernement algérien, quel qu'il soit, il ne s'est pas trompé sur cela. On voit le résultat encore une fois aujourd'hui. On voit le résultat dès 1975, 1976, où le Maroc, à Amgala 1, Amgala 2, avait notamment arrêté plus d'une centaine de soldats algériens, notamment M. Chlengreha, il était détenu chez nous. Donc je pense qu'il garde un mauvais souvenir, c'est pour ça qu'il nous en veut. Et d'ailleurs, tous les hommes importants en Algérie qui sont arrivés à la tête de l'Algérie, c'est-à-dire quand je parle des grands généraux, c'est-à-dire tous ceux qui ont gouverné comme Nazar, sont passés par la région militaire de Tindouf,
Chengriha aussi a été patron de Gaïd Saleh aussi. Donc ce qui fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que c'est peut-être la chaleur de Tindouf qui leur tape sur la tête et qui fait que, encore une fois, le problème c'est que si on regarde les relations maroco-algériennes sur plus de 60 ans maintenant, nous avons toujours eu une politique de la main tendue. Et encore une fois, Sa Majesté Mohamed VI avait tendu encore une fois plusieurs reprises dans tous ses discours, de manière, même la question de la fermeture des frontières en 1994, il avait tendu la main aux Algériens en disant « Allez, faisons table rase du passé, ouvrons une nouvelle ». Mais, et c'est pour ça que finalement, c'est ça en quelque sorte un cancer. Vous lui apportez tous les remèdes, finalement il ne guérit pas. Mais je pense que mais il se métastase, c'est-à-dire que ça dépasse le Maroc oui, maintenant. Mais je pense que du Mali et d'autres pays. Ce cancer, avant de métastaser en Afrique, et d'ailleurs c'est leur volonté de métastaser juste pour contrer le Maroc, parce qu'il faut savoir encore que toute leur politique, elle est contre le Maroc. Je pense que ce cancer va d'abord se métastaser en Algérie avant de métastaser ailleurs. Oui, Khadija, en fait, à la fin de la soi-disant révolution algérienne, la France commençait déjà à préparer son retrait de l'Algérie. Et ce dont s'était rendu compte Hassan II, ce qui était évident à l'époque, c'est qu'il y avait une lutte intestine interne à l'Algérie et que la France avait opté pour une faction. Laquelle faction était composée principalement de gens qui étaient dans l'armée française. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les caporaux. C'est parce qu'ils étaient au plus les lieutenants dans l'armée française. Et Hassan II s'était rendu compte que ce n'était pas avec ces gens-là qu'il pouvait négocier quoi que ce soit. Et c'est en cela qu'il n'a pas été avertir le général de Gaulle. Il a été dire au général de Gaulle que lui-même avait compris ce que la France était en train de faire. Parce que d'ailleurs, et ça se traduit dans les termes de la question du référendum. Voulez-vous rester français ou une indépendance dans la complémentarité avec la France. Et d'ailleurs, excusez-moi, à juste titre, vous parlez de ce référendum de juillet 62. Qui a créé l'Algérie. Les populations de Tindouf avaient refusé de participer à ce vote en écrivant sur les bulletins « Nous n'avons rien à voir avec ce référendum, nous sommes marocains ». Donc, encore une fois, c'est ça. Bien sûr. Alors, évidemment, donc, c'était comment disons, expliquer cette phrase importante sur le bulletin dans la complémentarité, c'était avec un régime qui allait être soumis à la France et à la volonté française. Et d'ailleurs, ça a duré des années durant, puisque la France a continué à faire ses essais nucléaires en Algérie, la France a continué à exploiter le pétrole, la France a continué beaucoup de choses. Maintenant, quand on nous vend que l'Algérie est devenue indépendante grâce à la Révolution, bon, c'est de la mythologie, c'est pas réel du tout. La vérité, c'est qu'il y a eu un référendum parce que la France voulait se débarrasser de ce territoire pour moult raisons. Alors, en installant un régime qui lui est favorable. Très bien. Ce qui est réel, on va finir par le Maroc, si vous le voulez bien. Ce qui est réel, ce sont les actions qui sont prises, encore une fois, en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc, avec cette dynamique internationale qui soutient le plan d'autonomie marocain. Dernière en date, c'est celle de l'Allemagne. En tout cas, qui rappelle aussi, c'est une prise de position importante, celle de l'Allemagne, qui a été rappelée par le chef de la diplomatie allemand, qui était en visite à Rabat, Johann Wadephul. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. L'Allemagne considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme une base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution au conflit du Sahara. C'est le ministre fédéral allemand des Affaires étrangères. En quelques mots, un commentaire, si Abou Dahab. Je pense déjà l'Allemagne avait changé de position juste après le clash, lorsque le Maroc a décidé officiellement de couper toute communication avec des instances allemandes. Et il faut quand même rappeler une chose, parce qu'il y a la question du statut des fondations politiques allemandes. Elles sont plurielles, nombreuses. Et hier, c'était aussi l'occasion pour l'Allemagne de dire, tiens, j'ai évoqué avec mon homologue M. Borita, d'ailleurs, je pense qu'il s'est exprimé en allemand, il a impressionné son interlocuteur, et que l'Allemagne aussi ne voudrait pas lâcher du lest. Nous rappelons historiquement, c'est Rachid certainement le sait très bien, en 1905, je pense, 1904 ou 5,
exactement. Il y avait ce qu'on appelle le coup d'Agadir. 1911, il y avait celui de Tanger. Historiquement parlant, les Allemands aussi, c'est l'inverse, percevaient le Maroc comme étant, certes, la porte de l'Afrique, oui, mais regardaient aussi le Maroc au regard du Royaume-Uni et de la France. Oui. Il y a quand même des enjeux géostratégiques. De ce point de vue, alhamdoulilah, le Maroc a toujours eu ce capital diplomatique très important. Il sait l'investir et il sait comment faire de la dialectique des positions. Ça a été une fois rappelé par Henry Kissinger. Donc aujourd'hui, l'Allemagne désormais se fonde sur la résolution 2797. Moi, je pense que il n'y a plus d'obstacles épistémologiques. Vous savez, les Allemands sont très carrés, c'est Francfort, etc. Et par ailleurs, l'Union européenne même avait pris position définitive par rapport à cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que l'Allemagne ne fait que conforter une démarche déjà enclenchée et que l'Allemagne voudrait aussi avoir sa part des investissements potentiels et que M. Morita a eu l'intelligence de rappeler, entre autres choses, le Mondial 2030, les énergies renouvelables, surtout, etc. Ils tablent surtout sur leur sécurité énergétique, d'autant plus que depuis la guerre en Ukraine, celle-ci a été secouée et beaucoup d'investissements allemands dans le pipe. C'est le cas de le dire, notamment dans les énergies renouvelables, notamment dans l'hydrogène vert, parce que ça reste le premier VRP de cette nouvelle technologie énergétique. Donc l'Allemagne. Rachid Boufous, un mot de la fin. Je rejoins aussi Abou Dahab, c'est exactement cela. Je pense que c'est le discours fondateur de Sa Majesté Mohamed VI, où il disait aux nations du monde que les relations avec le Maroc seraient dorénavant lues à l'aune de la position de ce pays par rapport à la question du Sahara marocain, a été comprise par toutes les nations. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a la queue devant la porte de Siborita pour faire ses déclarations, etc. On dirait qu'est-ce qui aurait pu empêcher l'Allemagne de le faire il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 15 ans, etc. Je pense que sur ça, aujourd'hui, dans ce bouleversement géostratégique qui est en train de s'opérer, notamment avec cette guerre au Moyen-Orient entre l'Iran, Israël et les États-Unis, va changer, va bouleverser la donne durablement donc, dans cette partie du monde, mais aussi c'est une occasion extraordinaire pour le Maroc de se positionner comme le futur hub, justement, parce que quand on voit la carte du monde, le Maroc, paradoxalement, et c'est une bonne chose pour nous, il est au centre du monde, dans la cartographie justement de la map monde. Je pense que nous devons, là où nous n'allons pas simplement devoir travailler sur la diplomatie habituelle politique par rapport à notre cause nationale, mais aussi faire émerger de nouveaux diplomates sur la diplomatie économique, aller chercher justement tous les investisseurs qui veulent changer aujourd'hui de plateforme et de venir vers cette partie du monde. C'est pour ça que les Allemands, qui sont des gens très intelligents et très carrés, se positionnent aujourd'hui en disant « Tiens, on va peut-être donner cette déclaration, on va peut-être gagner une place dans le… » Non, il faut venir et faire de grands investissements, notamment des usines de fabrication de voitures. C'est là on pourra commencer à discuter avec l'Allemagne à nouveau. Merci beaucoup. Merci Rachid Boufous. Merci, c'est Aziz Daouda. Merci à vous aussi, Zakaria Abou Dahab. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée et surtout un excellent week-end et une très bonne fête, ou en tout cas journée internationale des travailleurs.